Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans NCI Reportage. Maison faite à base d'argile, charbon de noix de coco, cuir d'ananas, les initiatives éco-responsables se multiplient dans le pays, plus durables, moins saturés et plus rentables. On s'intéresse à ce secteur en plein essor. Et puis ils viennent de Paris, de Dakar, de New York pour intégrer des écoles de mode en Côte d'Ivoire. Ils attirent de plus en plus d'étudiants étrangers. Pourquoi? Quelles sont les raisons de cet engouement? Reportage à suivre. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Alors ce soir, on s'intéresse à un nouveau type de business qui peut rapporter gros tout en participant à la protection de l'environnement. Et oui, de plus en plus d'entreprises se lancent dans des activités dites vertes, moins polluantes, lucratives, peu saturées. Quelles sont ces entreprises qui font le choix du vert? Comment participent-elles aussi à la préservation de l'environnement tout en créant de la richesse? C'est bien ça le reportage de Marcos Podé et Romuald Dago. Sont déjà à pied d'œuvre. Comme ça, pour pouvoir faire la production, c'est bon. Rentre derrière moi. Quand tu bois, tu alignes la faut bien aligner pour que ça soit bien droit. Ça remplit. Cette brique, qui contient 10% de ciment et de sable, suit un processus de fabrication particulier. La terre est acheminée au pied de cette machine, où elle est mélangée à une fine quantité de ciment, puis renversée dans ce moulin, pour être compressé et donner cette brique qui va être exposée au soleil pendant 7 jours. L'usage de ce type de matériaux a des avantages non seulement écologiques, mais aussi économiques. Quand les sons sont isolés, voilà, quand je vous parlais de choses, justement la bonne régulation thermique, c'est ça. Le temps que le soleil tape à l'extérieur, comme c'est plein, les UV ne peuvent pas rentrer à l'intérieur des pièces. Donc cette pièce ici, voilà, elle restera toujours fraîche. Vous avez vu comme si vous rentrez en bas, voilà, il y avait une très bonne température à l'intérieur, malgré qu'il fait très chaud. Voilà. Et donc ensuite les sons, comme les briques voilà, sont très pleines, les sons sont isolés. Voilà, on n'a pas besoin voilà, vous allez remarquer au niveau des agglos ordinaires, c'est creux. Donc on parle dans une pièce, on entend dans l'autre pièce. Ici, les briques sont pleines. Et anti-balistique, ici, comme vous voyez, les blocs ne peuvent pas être traversés par une balle. Un véritable bunker. Voilà, c'est un bunker, comme on le dit, hein? Un véritable bunker. Cependant, tu vas bien? Ça se passe bien. On est venu faire une visite de chantier. On va terminer par la visite de la maison. Voilà. À peine arrivée, elle doit s'assurer dans cette entreprise écologiste. Alors, le premier avantage, c'est l'écologie. Parce que les matériaux sont locaux, donc la fabrication, le transport, il y a moins de dégagement de CO2, déjà ça. Deuxièmement, il y a l'économie. Nous avons 30% de réduction sur les gros œuvres. Donc, utiliser ces bâtiments, les bâtiments BTCS, c'est déjà économiser 30% de réduction dans son budget. Monsieur Kakou, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Il y a la place? Ça va, merci. Ce client a un projet de construction, mais il est à la recherche d'une entreprise pour la réalisation de son projet. Face à son client, elle déroule son argumentation. En choisissant le BTCS, vous aidez la planète à mieux se porter parce que nous luttons contre le réchauffement climatique. Vous verrez à l'intérieur de ces logements-là, il ne fait pas du tout chaud. Donc, vous allez économiser sur vos factures d'électricité. C'est d'abord le premier avantage. Donc, le côté économique, vous avez 30% de réduction sur votre facture. Donc, il y a quelques réalisations ici que vous pouvez regarder. Voilà. Ça, par exemple, c'est une maison qui a été réalisée à Monecro, pour quelqu'un de la diaspora. D'accord. Voilà, quelque part vers Boaké. Ici, c'est le grand complexe sportif international sur la route d'Alépé. Au-delà de l'écologie, il y a aussi le coût. La réduction du coût qui est très important parce que bien sûr l'économie que je fais sur de gros œuvres, naturellement je peux le défalquer sur les finitions. Après des débuts difficiles, son entreprise réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de francs CFA. Si Marina Nobu fait le pari de construction écologique en faveur du climat,
D'autres misent sur des innovations qui concourent à lutter contre le braconnage. Selon une étude du Fonds mondial pour la nature, la Terre a perdu 60% de sa population animale. L'une de ces causes, le braconnage à grande échelle pour alimenter l'industrie du cuir. Chaque année, plus d'1 milliard d'animaux sont tués pour leur peau. À près de 200 km d'Abidjan, c'est à Toumoudi que nous retrouvons un autre entrepreneur vert. À 25 ans, Jacques Olivier a du génie. Il a eu l'idée innovante de produire du cuir à partir de fibres de feuilles d'ananas. Une idée unique qui lui vaut plusieurs distinctions. Ce jour, il doit se rendre à Bindresso, un village situé à 10 km de Toumoudi. Aussi curieux que cela puisse paraître, la matière première tant convoitée ici n'est pas le fruit, mais plutôt les feuilles. Ce que vous négligez, ce que vous avez dans vos champs, nous, c'est de l'or chez nous, et puis c'est de l'or que vous avez. Donc nous, on vient récupérer, on achète avec eux. Ces feuilles sont arrachées puis classées par taille afin de faire des estimations de la quantité de fibres à obtenir après extraction. Donc, tel que vous voyez, hein, c'est classé par taille. Normalement, pour les feuilles qui sont au-delà de 80 cm, nous avons besoin de 25 pour faire, nous avons besoin de 25 feuilles pour faire les 1 mètre carré. Prenez ça, la mettez en bas, mettez ça là en haut. C'est encore sur les plans, non? Soulevez, envoyez. Des plantations comme celle-ci, Jacques en dispose plusieurs à travers le pays. Pour ces gens de champs, dans la petite zone où nous sommes, nous avons 7 sites comme ça. Et dans d'autres zones, c'est-à-dire dans d'autres villages de Toumoudi, de Dimokro, de Gagnoa, il y en a plein. Nous avons plein de champs à notre disposition actuellement. Les feuilles sont par la suite embarquées dans ce tricycle, puis envoyées dans un autre endroit, non loin de la ville, où se fera l'extraction des fibres. C'est ici, à quelques encablures de Toumoudi, qu'est installé le site d'extraction artisanale des fibres. Cette mélodie harmonieuse et synchronisée des tapotements témoigne de la finesse que l'extraction de ces fibres nécessite. Ça, c'est les anciens. N'est-ce pas? Ça, c'est les anciens. Là, normalement, je vais enlever ça ici. Tu vois que tellement ça dure ici, là, ça tient même pas. Une fois extraites, les fibres d'ananas sont trempées dans ce liquide. Venir, on ne place pas n'importe comment. On va essayer de faire un sec. À l'intérieur, comme j'ai dit, ce sont des écorces d'arbres. Vous voyez que l'eau est en train de devenir belge. Là, c'est parce qu'on veut avoir un type de cuir qui sera belge. Lorsqu'on voudra des cuirs noirs, vous allez voir que quand vous allez venir, l'eau sera très noire. Donc ce sont des écorces d'arbres mélangées avec d'autres produits qu'on va maintenant mettre. Donc on va mettre ça de manière arrondie, comme ça. C'est un travail qui est un peu... Si vous ratez, tout devient comme un seul ruban. Or, ce qui est dans ma main, normalement, est censé être 1 mètre carré de cuir. Donc on va disposer comme ça, de sorte que ça puisse prendre l'eau minutieusement. Des étapes industrielles que nous ne verrons malheureusement pas. Le reste du processus nous sera expliqué à l'oral. Une fois qu'on a fini le filage, on enroule dans des sacs, dans des plastiques, et là, on part à l'usine. Mais là, au niveau de l'usine, on ne pourra pas permettre les caméras parce que notre activité est unique sur le continent africain. Et pour éviter, parce que là, nous sommes en pleine construction, nous sommes en pleine installation, on ne peut pas permettre les caméras pour éviter que les gens puissent voir des secrets professionnels. Voilà, donc de là, nous partons à l'usine et arrivé à l'usine, il y a plusieurs autres étapes. Ça arrive comme ça à l'usine. Et donc, puisque ça, c'est destiné à faire le cuir, on va introduire dans la machine, une machine qui est dotée de coupeuses. Donc, la machine va découper et en même temps souffler avec un vent chaud et ça va prendre la forme du coton. Une fois que ça prend la forme du coton, on a les mauves d'arbres qu'on récolte dans la forêt auprès des arbres qu'on prend puisque le rouleau il est chaud. Donc on va faire glisser maintenant sur le rouleau pendant que ça tourne pour que déjà le truc qui a la forme du coton, ça puisse passer pour créer un ruban. Et donc au fur et à mesure qu'on introduit, ça sort des petits rubans, et voilà, ça sort sous forme de tissu comme des bandeaux en fait. Donc une fois que le bandeau est sorti, à partir de là maintenant, on peut créer tout ce qu'il y a à créer. C'est des trucs qui sont gommés.
Voilà. On peut créer tout ce qu'il y a à créer. Et là, quand on part maintenant poser l'autre ingrédient naturel qui nous vient d'ailleurs d'un pays voisin, on va faire poser maintenant sur la bande obtenue pour créer le cuir avec les motifs qu'il faut. Voilà. Donc c'est un peu le processus. Mais comme je l'ai dit, désolé, on ne peut pas faire plus que ça. Les déchets agricoles et domestiques représentent l'une des grandes causes de pollution. Certaines ont donc décidé de se lancer dans le recyclage de ces déchets, un domaine dans lequel excelle Natacha Douot en transformant les déchets de coco en charbon écologique avec son entreprise Reine du Coco. Je me dirige vers le gare, oui, ok. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son fournisseur à Aswende, à plus de 80 km d'Abidjan. Ici, Natacha est à la recherche de son trésor, les coques de coco. Des déchets de coco à perte de vue témoignent de la quantité de déchets agricoles produits en Côte d'Ivoire chaque année. Donc Amadou, c'est ça qui est là? Ouais, ça c'est un tas. Bon, il y a plusieurs tas. Comme tu as dit, tu veux 6 €. Bon, normalement ça doit suffire. Et plus encore. D'accord. Donc on peut faire 2 chargements même? 2, même 5. Waouh, ouais. Ok. Même 5 chargements. On peut aller jusqu'à un chargement donc, de 6 roues qui peut valoir 6 tonnes en coque de coco. Voilà. Mais après carbonisation, on va se retrouver dans les 2 tonnes de coque carbonisée. Avec cette quantité, Natacha peut se faire un chiffre d'affaires encourageant, malgré le manque d'équipement. Comme on n'a pas d'équipement adéquat, donc on ne peut pas produire en grande quantité, ce qui fait que la demande est là, mais on ne produit pas en quantité. Du coup, on peut se retrouver à 1 million des fois, à 200 000 d'autres fois, et voilà. Des arbres. Bon, ça va. Vous avez commencé à quelle heure? Comme je ne suis pas vite arrivée là. On a commencé à 8 h. Vers 8 h. On a commencé vers 8 h. J'espère que vous avez respecté le dosage, tout ça là. Hein? Oui, on a respecté le dosage. Ok. Je vois la bouillie là-bas. Vous avez fait la bouillie en quantité, n'est-ce pas? Nombreux mois. Ça me fait 5 mois que je travaille. En tout cas, le travail, c'est difficile. Et puis on n'a pas les matériels. On travaille avec l'énergie, la force. Pour finir là même à notre main, là, ça nous fait mal. Avec le courage, ça va. Et puis, côté salaire, en tout cas, je ne me plains pas. C'est très bien payé. Un travail pas facile pour produire le charbon écologique. Donc ça, c'est la partie compactage. Il y a une machine qu'on appelle la compacteuse. C'est elle qui est idéale pour faire cette étape. En 2022, on avait mobilisé des fonds pour pouvoir acheter les équipements, pour pouvoir alléger le travail des dames. Malheureusement, on s'est fait arnaquer. C'était au Bénin, on s'est fait arnaquer. Donc, quand je suis revenue, au lieu de me décourager et d'abandonner, non, je ne l'ai pas fait. J'ai essayé d'adapter l'équipement que je n'ai pas. Donc, je suis allée voir des soudeurs et ils m'ont confectionné ça. Et donc, on est en train de travailler avec les dames. Les dames se servent de ça voilà, pour faire les briquettes. C'est pas facile. Charbon, ça fait au moins 2 ans on utilise le charbon. C'est très bon. Un bon charbon même. C'est bien dur. Charbon, l'autre charbon, est charbon ça là. En tout cas, l'autre charbon de bois là, quand tu prépares, ça ne dure pas. Ça sort centre seulement. Mais ça là, depuis qu'on a mis, puis qu'on fait la main, il n'y a même pas centre. À cause de ça, c'est allumé même. Il y a ma sauce là même là. Ma mis déjà chaud. Charbon ça là. Si tu veux faire sauce graine là, si tu prends sauce et charbon ça là, en tout cas, ça ne finit pas. Ça est là même, tu peux faire 2 sauces même dessus. C'est bien, c'est très bon. C'est dur même. En tout cas, c'est du bon charbon. Donc c'est ça en tout cas. Si toi tu veux économiser, tu peux prendre charbon ça là. Mais l'autre charbon là, tu veux faire sauce graine, tu peux payer charbon 500. Pour faire sauce graine là même, pour graine 300 là, tu peux payer charbon 500 pour préparer. Ça n'arrange pas. Maintenant, souvent, si ton mari t'a donné 2000 pour faire, s'il dit qu'il veut sauce graine, tu as payer l'autre charbon là, tout l'argent va rentrer dedans. Toi, même ton gérité là, même, tu ne peux pas faire. Ah, voilà, donc, c'est le charbon, ça, nous, qui nous arrange. Les viandes ne sont pas réellement d'ici. On les importe, peut-être aux États-Unis. Et puis, le temps que ça arrive, il y a tellement de choses qui participent au réchauffement climatique. Donc, il faudrait plus préconiser la nourriture locale. Maintenant, de deux, comme il a dit,
si on sort d'une pièce qu'il y a la lumière et la personne, mieux faut éteindre que de laisser comme ça. Parce que de un, ça va empiéter sur la facture. Et puis de deux, ça va participer au changement climatique. D'accord. Moi, en tant que jeune, je m'engage à mener des actions qui vont aller du ressort de notre environnement, qui vont aider à réduire la pollution. L'activité d'aujourd'hui est un salon qui réunit les acteurs du domaine afin de mener des réflexions pour de nouveaux projets verts, mais aussi à amener les populations à porter le combat écologique. C'est un forum national qui fait la promotion des actions que nous devons prendre pour préserver notre environnement, pour avoir un environnement sain. Nous sommes ici pour sensibiliser les élèves, les femmes, les jeunes, et par cela toute la Côte d'Ivoire, à prendre des actions pour préserver le climat. Et les actions que nous voulons prendre, nous voulons amener les uns et les autres à prendre, c'est l'adoption des comportements écologiques. Et donc, il y a toutes ces activités que nous avons essayé d'aborder ici pour amener les élèves, les jeunes, les femmes et tout le monde à aborder cet aspect afin de lutter effectivement contre le changement climatique au niveau de la Côte d'Ivoire. Malgré ces différentes innovations et le progrès relatif, les acteurs... Alors, les entreprises vertes, une réponse durable aux enjeux environnementaux? Il semblerait que oui, et pour en parler, on va accueillir en plateau le président de la Fédération ivoirienne en efficacité énergétique, énergie renouvelable et climat. Bonsoir Monsieur Emmanuel Yeo, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Malina, bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord en quoi consiste votre fédération et quel est son rôle? Effectivement, la FIACER, qui est la Fédération ivoirienne des associations en efficacité énergétique, énergie renouvelable et action climat, est une fédération qui regroupe des associations d'entreprises vertes. Nous avons 4 associations et un institut de formation. Nous avons l'AUNR, qui est l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Nous avons l'APERSI, nous avons le Green Cluster, et nous avons le RESER, et nous avons également l'Institut ivoirien de l'énergie et de l'efficacité énergétique de Côte d'Ivoire, qu'on appelle I3E. Donc, en notre sein, nous avons, nous regroupons les experts et les spécialistes en la matière, tant au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau des énergies renouvelables et aussi au niveau de l'écologie. Et comme vous allez le constater, quand on va entrer en profondeur, vous aurez des solutions concrètes disponibles dans ce contexte de verdissement de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Alors, vous l'avez rappelé, hein, beaucoup d'associations, beaucoup de groupes et surtout beaucoup d'entreprises qui se lancent dans ces activités éco-responsables, dites vertes. Est-ce que c'est une tendance ou alors il y a un véritable éveil environnemental en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il y a plutôt un véritable éveil environnemental en Côte d'Ivoire parce qu'il faut relever que nous vivons tous les conséquences des changements climatiques au niveau de notre pays et même au niveau du continent. Nous voyons que nous avons des inondations et souvent nous avons aussi des sécheresses ou bien il pleut à des moments non prévus, oui, ainsi de suite. Et cela a obligé une bonne partie des Ivoiriens à se rendre compte que l'environnement est important. Aussi, il y a un éveil de conscience, en ce sens que nous avons réussi à regarder les pays dits développés et nous avons étudié un peu leur historique. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans leur processus de développement. Et les Ivoiriens ont donc compris qu'il fallait se développer autrement. Et cela est d'autant plus important au niveau de la Côte d'Ivoire qu'il faut relever qu'il n'y a pas longtemps que les consommateurs, de façon générale, cherchaient à comprendre ce secteur. Et nous étions au Palais de la Culture, à la Journée mondiale du consommateur. Et beaucoup de consommateurs ont compris qu'ils peuvent contribuer eux-mêmes à leur propre échelle, à leur propre bien-être. Et les entreprises au sein de la FIACER contribuent énormément à la stabilité économique et au bien-être des populations en termes de cherté de la vie, en termes de disponibilité des ressources, une meilleure gestion des ressources, l'économie d'énergie, les énergies durables, moins de pollution. Et donc cela permet de vivre plus longtemps et de créer un environnement beaucoup plus sain.
Je pense Vous le que dites, c'est l'Ivoirien a compris aujourd'hui les enjeux environnementaux. Combien d'entreprises recensez-vous aujourd'hui au sein de votre fédération? Et puis, quels sont les principaux secteurs dans lesquels ils évoluent? Il faut dire qu'au niveau de la FIACER, comme je l'ai dit, nous avons plusieurs associations. Est-ce qu'on a un chiffre? Oui, aujourd'hui, on a 4 associations et un institut de formation. Et puis, en termes d'entreprise? Oui, en termes d'entreprise, le regroupement des entreprises qui se trouvent au sein de ces associations peuvent atteindre plus de 110 entreprises. Quand on comptabilise, nous sommes autour de 110 à peu près, qui opèrent dans le secteur de l'énergie renouvelable, tant au niveau de l'énergie solaire et aussi au niveau de l'efficacité énergétique, mais également au niveau des spécialistes dans les questions énergétiques, les questions d'écologie, la construction écologique, les constructions vertes et ainsi de suite. Alors justement, est-ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui l'impact sur le plan environnemental, mais aussi économique de ces entreprises? Justement, oui, l'impact est assez évident, bien sûr. Je peux par exemple vous citer plusieurs cas concrets. Aujourd'hui, avec les membres de la fédération qui sont au fait des experts au sein de la fédération, vous allez trouver que nous avons les experts nationaux, comme le référent national en matière d'énergie renouvelable, énergie solaire, qui sont des spécialistes, qui ont des doctorats dans la matière, mais qui sont aussi des pratiquants sur le terrain. Nous avons aussi des spécialistes en efficacité énergétique. Les premiers certifiés en Côte d'Ivoire à la norme NI compétences, c'est-à-dire des normes ivoiriennes, sont dessus. Et donc l'impact, concrètement, comment ça se mesure je viens concrètement. Aujourd'hui, nous avons des installations, par exemple, en énergie qui permettent aux consommateurs d'être totalement autonomes. D'avoir l'accès à l'énergie, de mettre tous ces appareils en marche, que ce soit des machines, que ce soit bien sûr des climatiseurs, toutes sortes d'équipements entièrement sur un réseau renouvelable. On est sur de l'énergie solaire, c'est justement, on a des cas concrets que vous pouvez bien sûr visiter, plusieurs cas sur l'étendue du territoire. Et même pas longtemps, la semaine passée, une de ces solutions a été activée à Boaké, dans la ville de Boaké, et qui marche très bien. Et d'autres ont été installées. J'ai même reçu le coup d'appel d'un fermier qui était tout joyeux parce que depuis longtemps, sa ferme ne fonctionnait pas. Et aujourd'hui, sa ferme fonctionne 100% à l'énergie verte. Il y a aussi les constructions écologiques. Comme on a vu dans le reportage. On va aller un peu vite, on n'a plus beaucoup de temps d'interview. Mélina, peut-être une autre question? Oui, bien sûr, on a vu dans le sujet, hein, on a vu dans le sujet, pour le charbon par exemple, il pollue moins, il est moins cher en revanche. Pour en produire en grande quantité, la fabricante fait face à des difficultés, notamment financières. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une véritable politique gouvernementale pour accompagner ces entreprises dans cette volonté d'être dans le vert? Je dirais que la volonté politique y est. Maintenant, dans la pratique, comment cela se concrétise pour nous, les acteurs sur le terrain, il y a beaucoup qui reste à faire. Par exemple, il faut pouvoir créer des mécanismes pour pouvoir capturer les fonds verts qui sont souvent disponibles et par mécompréhension de tous ces mécanismes, on perd beaucoup au niveau de la Côte d'Ivoire en termes de capture des fonds verts pour accompagner les acteurs sur la vulgarisation de ces solutions. Par exemple, le charbon vert, c'est un charbon qu'il faut encourager parce qu'il permet de réduire, bien sûr, la dépendance sur le bois, le charbon de bois direct, et donc contribue à réduire la déforestation de notre forêt et à aussi réduire les coûts de la vie. Et donc, il y a beaucoup à faire dans ce secteur. Je dirais que... Quels sont les principaux défis aujourd'hui que vous diriez? Les principaux défis, disons que nous en avons plusieurs, mais nous croyons qu'on peut les relever, surtout si on se met ensemble. C'est pour cela que nous sommes dans la fédération. Oui, quelques-uns. C'est par exemple le défi au financement, parce que beaucoup d'entreprises membres de notre association ont des difficultés à capturer les fonds, même quand ces fonds sont disponibles. Il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de mécanismes. Ne serait-ce que hier, on essayait de trouver des mécanismes avec des partenaires pour voir comment cela pourrait être effectué. Donc le défi de financement. Il y a aussi le défi même du renforcement des capacités
Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir les prendre des fonds verts disponibles pour l'environnement, il faut savoir monter correctement un dossier. Et il y a beaucoup de documentation qu'on nous demande. Et aussi les délais pour avoir les documents au niveau administratif, et ainsi de suite, c'est long. Et en plus, l'un des défis les plus dangereux, je dirais, les plus difficiles peut-être à relever, parce que cela ne dépend pas de nous, les acteurs, dépend en grande partie des pouvoirs décisionnaires au niveau étatique, par exemple, c'est au niveau des taxes, par exemple. Quand vous importez un petit équipement pour faire fonctionner une solution, une production, et que les taxes sont très élevées, comparé à un compétiteur qui se trouve dans un pays voisin, qui lui a importé la même chose moins cher, et vous voyez que cela est difficile. Merci, monsieur Emmanuel Liéo. On espère que votre message sera entendu ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de la FIACER. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Mélina. Merci, Pierre. Alors, et en seconde partie d'émission, Mélina, on sera en train de parler d'un autre secteur dans le pays qui, lui aussi, est en plein essor. Et oui, Pierre, le secteur de la mode bouillonne comme jamais auparavant. De plus en plus d'étudiants étrangers font choix des écoles de mode ivoirienne. Alors, pourquoi un tel intérêt? Ce sera après une courte page de pub qu'on vous donnera la réponse. À tout de suite. De retour avec nous, savais-tu Pierre que pour de nombreux étudiants étrangers, la Côte d'Ivoire était numéro 1 en matière d'école de mode? Non, mais on va sans doute le découvrir sans plus tarder dans ce reportage de William Sakiré, Serge Roland Dika et Doria Gloire. Pour devenir créateur de mode, il faut du goût, du talent, de la technique. Si pour certains, ils ont tout appris sur le tas, d'autres sont issus d'écoles où ils apprennent les bases d'un métier qui leur ouvrira peut-être un jour les portes de la gloire. C'est dans la cité balnéaire de Grand Bassam, près d'Abidjan, qu'il faut se rendre pour découvrir la plus vieille école de mode du pays. L'école Tétidiane, créée en 1974. Sur ces bancs sont passés plus de 5000 étudiants. Vous voyez, tu es sorti ici de combien? La valeur des points de côté, 3,75. C'est ça, 3,75. Ici, tu es sorti de combien? 1,87. 1,87. Donc c'est taille 38, c'est ça, non? Taille 38. Donc, le dernier bout qui est là. Hein? Et puis ici, tu es sorti de combien? De 1 cm. D'accord? Maintenant, ici, il doit être arrondi. Il n'est pas droit. Tu sais pourquoi? Je t'explique. Les écoles de mode ivoiriennes comme celle-ci sont devenues des références sur le continent. Cette école a été formée par un professionnel du métier, c'est-à-dire M. Tidiane, paix à son âme, qui est décédé. Alors, il a fondé cette école avec des professionnels du métier. Et c'est ce qui fait la particularité de notre école. C'est-à-dire qu'il faut être un praticien pour pouvoir être... c'est vrai qu'on a des comptables, on a des secrétaires, mais pour pouvoir diriger cette école, qui est une école de spécialité, il faut connaître le métier. Raison pour laquelle, moi j'ai été formé par lui pendant 19 ans. On a écrit des livres ensemble. Raison pour laquelle vraiment j'arrive à voir et puis à indiquer certains détails aux jeunes, de sorte qu'ils puissent avoir les bonnes méthodes, les vraies méthodes de fabrication. C'est Abou Ouattara, l'actuel directeur, qui nous fait la visite. Ici, 3 niveaux d'études, mais aussi un module de 15 mois en accéléré pour passionnés ou novices dans le milieu. Ici, comme vous voyez, c'est la première année. Alors, en première année, l'objectif de la première année, c'est d'apprendre les bases. En fait, la couture repose sur 5 bases. Tous les vêtements que nous voyons, 5 bases. Alors, la première base, c'est la jupe. Donc, jupe courte, jupe longue. La deuxième base, sinon la troisième base, donc la première base, jupe courte. Deuxième base, jupe longue. Parce que la jupe longue, il y a le genou qui rentre en jeu. La troisième base, là maintenant, c'est le pantalon. La quatrième base, c'est le corsage. Et puis la cinquième base, c'est la robe. D'accord? Et avec toutes les déclinaisons qu'il faut.
Alors, en première année, l'objectif, c'est d'apprendre à fabriquer ces bases-là. D'accord? Et donc, pour pouvoir le faire, nous avons des types de machines spécialisées pour la première année. Vous voyez, ici, c'est des machines qu'on appelle les têtes noires. Alors, les têtes noires sont munies de pédales. Vous voyez? Voilà. Les têtes noires sont munies de pédales. Donc, nous sommes restés puristes de la mode. C'est-à-dire quoi? Être puriste, c'est-à-dire la fabrication du vêtement obéit à des étapes de fabrication. De fil en aiguille, les apprenants avancent en deuxième année, puis en troisième, pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en mode. Des particularités qui attirent. Laurel, 21 ans, de nationalité béninoise, fait partie des étudiants étrangers de l'école. Ici, 30% de l'effectif est non ivoirien. D'abord, la Côte d'Ivoire est un pays bien performant dans le domaine de la mode. Du coup, j'ai porté mon choix sur la Côte d'Ivoire. Et au cours de mes recherches, durant mes recherches, j'ai vu que l'école Tidiane est la meilleure dans le domaine. Donc, j'ai choisi de venir ici. Titulaire d'un baccalauréat de lettres, la jeune femme a décidé de marcher dans les pas de sa grand-mère. Ma maman est couturière, donc du coup, les parents ont trouvé bien que je continue sur le chemin. Parce que ma maman aussi était en Côte d'Ivoire pour les études de mode. Donc du coup, les parents n'ont pas trouvé d'inconvénient à ce que je vienne ici pour faire mes études en mode. Ce qu'ils recherchent avant tout, ce sont des fondations solides. Tu peux te former dehors ou bien tu peux te former à l'école. Mais moi, je dirais le plus important, c'est à l'école. Parce qu'à l'école, on apprend vraiment de leurs racines, comment faire une tracée. Peu importe le modèle qui est devant toi, on te montre comment faire son tracé, comment faire sortir le patronage et comment réaliser. Tandis que les couturiers de la rue, ils ne sont pas trop basés sur le patronage, ni encore le tracé. Ils partent directement à la coupe et à la couture. Mais à l'école, on prend dès le bas âge, dès le petit déjà, le tracé, les patronages, on regarde, on t'arrange déjà à mieux faire demain. Autant d'arguments qui font écho en Côte d'Ivoire et ailleurs. Alors que nous retrouvons le directeur dans le hall de l'école, il est en ligne avec une ancienne étudiante. Ben dis donc, ça va. Vraiment, je suis très content de te voir. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Oui, parce que tu m'as dit que tu viens de réussir ton examen et que ce vendredi déjà, tu as fini tes 15 mois de formation. L'étudiante, originaire de la République démocratique du Congo, est une fierté pour l'homme. Elle est arrivée à l'école de mode Tidiane pour une formation pratique 15 mois. Elle a fait la base. Après la base, elle est passée à une seconde étape, qui est l'étape de c'est-à-dire les bases qu'elle a apprises, comment faire pour faire des tenues avec. Et puis dans la troisième phase, elle s'est spécialisée. Et puis elle a fait un défilé de mode, parce que les types de formation, ils doivent faire un défilé de mode pour valider leur inscription. Et après cela, elle a souhaité aller poursuivre ses études en Europe. Et nous avons fait ce qu'il fallait, la procédure. On est rentré en contact avec nos partenaires, qui est l'Académie internationale de Coupe de Paris. Et sur étude de dossier, elle a été retenue à l'unanimité des membres de la commission, la commission pédagogique. Désormais à Paris, Gracia se souvient de son passage en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai un très bon souvenir de l'école Tidiane. Franchement, c'est une école que je ne vais jamais oublier. Déjà, quand je suis venue en Côte d'Ivoire, j'ai été très bien accueillie à l'école Tidiane, bien sûr, par M. Ouattara. J'avais un très grand défaut, c'est que j'étais un peu timide. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne me voyais pas parler devant vous comme ça. J'étais trop timide. Quand je suis venue prendre mon inscription, il m'a encouragée, il m'a motivée. J'ai pris mon inscription, ça s'est très bien passé le cours, ils étaient très accueillants. En tout cas, j'ai beaucoup appris de M. Ouattara et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
ses conseils, ses encouragements, ses motivations. Donc j'ai des très bons souvenirs de cette école. Au-delà des souvenirs, elle évoque ses acquis. Presque tout, je pense. La finition, la coupe et le patronage surtout. Donc j'ai encore plus, c'est vrai que j'avais déjà appris quelque part, mais quand je suis venue, il a ajouté encore un plus de ce que je savais déjà, surtout sur la finition. En fin de cycle à Paris, Gracia pense désormais à s'installer à son propre compte dans le secteur. Parmi les écoles de mode qui comptent, il y a aussi celle créée en 1998 par la célèbre styliste ivoirienne Michel Yakis. C'est Caroline qui dirige l'établissement aujourd'hui. Lazare, tu es en train de faire quoi? C'est quoi? Il y a des tissus à repasser, c'est comment? C'est pour qui? C'est pour l'atelier, d'accord. On a le parcours CAP qui est le certificat d'aptitude professionnelle, donc en coupe-couture, en esthétique, en coiffure. On a le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle dans les mêmes filières. Et on a le brevet de technicien en stylisme-modélisme. Avec ces offres, les étudiants arrivent de partout pour apprendre et vivre un jour de leur passion. Pour en vivre, il faut connaître les codes. Regardez, ceux qui ont assemblé les pinces, ceux qui ont assemblé les pinces, le tissu, la matière, quand tu repasses, ça ne se couche pas. Est-ce qu'on m'écoute? Ça ne se couche pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de bâtir les pinces pour aller sur le côté. On se comprend très bien. Voilà, parce que lorsqu'on va monter la ceinture, on a besoin que la pince soit au côté. Si vous n'avez pas bâti, quand vous allez repasser, ça ne se couche pas, n'est-ce pas? Donc, si on ne bâtit pas pour l'emmener vers le côté, automatiquement, lorsqu'on va monter la ceinture, il peut arriver que la pince va vers le milieu et puis un autre va vers le côté. Donc pour éviter ça, il faut bâtir la pince. Se former donne des atouts supplémentaires aux apprenants, selon cette enseignante. On peut l'apprendre aussi sur l'état, mais c'est que l'importance d'une école de mode, c'est qu'il y a plusieurs matières qu'on apprend en fait. Il y a plusieurs matières. Sinon sur l'état, quelqu'un peut tirer l'attention de quelqu'un sur ça. Mais à l'école, on apprend beaucoup de matières. Il y a la matière comme l'exemple, la gradation. La gradation, c'est d'apprendre à un élève à faire un patron. D'abord, quand il fait le patron, il doit reproduire ce patron en plusieurs tailles. Or, sur l'état, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Pour que quelqu'un puisse faire le prêt-à-porter, pour moi, sincèrement, il faut que la personne puisse apprendre à l'école, en fait. Il y a aussi la coupe industrielle, par exemple. La coupe industrielle, on leur apprend à se positionner déjà en industrie, en fait. Alors, on se positionne en industrie, ils savent comment le travail en industrie se passe, les étapes à suivre. Donc, on les met en apprentissage, eux-mêmes, ils font le travail, ils font la coupe, le matelassage, donc il y a plusieurs techniques. Donc, vraiment, c'est pas évident que sur l'État, on puisse voir tous ces trucs. Les jeunes Ivoiriens sont aussi à la recherche de ces codes. J'ai eu la chance de travailler pour un styliste ivoirien et j'ai vu que là-bas, ils avaient une méthode de travail que vraiment j'aimais pas. Et il y avait surtout le problème de finition. Surtout. Donc du coup, moi j'ai essayé de voir s'il n'y a pas une école en Côte d'Ivoire qui est spécialisée dans ce domaine-là. Et c'est là que dans mes recherches sur Facebook, j'ai vu l'IFP Michel Yakis. Il y a aussi des étudiants qui viennent du Mali, du Burkina ou encore du Togo comme Tossou à Abidjan depuis 2 ans. J'ai dû quitter mon pays pour venir en Côte d'Ivoire spécialement pour la couture. En premier lieu, c'est un métier que j'aime beaucoup et j'ai dû choisir venir en Côte d'Ivoire parce qu'en matière de mode, la Côte d'Ivoire est en première position. Donc j'ai dû venir pour me spécialiser, pour me former dans ce métier en Côte d'Ivoire. Pour ça. Parce que je vois qu'en matière de transmission des connaissances en matière de mode, les gens en apprennent. Il y a aussi Ben, installé à son compte à Ouagadougou, mais qui a décidé de prendre le chemin de l'école. Moi, j'ai déjà décidé de venir me former parce que j'ai ma marque de vêtements. Et puis, avec ma marque de vêtements, j'ai eu quelques problèmes avec mes couturiers qui me disaient « Ah, le modèle que tu as dessiné, on ne peut pas le reproduire, on ne peut pas le coudre. » Alors que c'est juste qu'ils ne savaient pas comment faire la découpe à main levée.
il fallait obligatoirement faire un patron pour pouvoir reproduire le modèle. Donc c'est mieux que je vienne me former moi-même. Donc si je sais faire mon patron, je fais la découpe, je remets à mon couturier, il monte le vêtement. À la base, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu me former. Le jeune homme de 24 ans se projette déjà dans les acquis qu'il aura. Je vais booster mon atelier au Burkina, le reconditionner parce qu'actuellement ma marque est en stand-by. J'ai mis la marque en stand-by pour me former correctement avant de reprendre. Donc si je finis ma formation, je vais repartir au Burkina, rouvrir mon atelier correctement avant de poursuivre. Pourquoi pas ouvrir un atelier ici et pas en France, n'importe où. Celle qui insuffle cette passion ici, c'est elle. Michel Yakis a son atelier de production au rez-de-chaussée du bâtiment. Il y a des épingles, mais une épingle dessus. Mais juste une épingle, voilà. Tu bloques l'autre aussi, là où tu es, voilà, tu bloques ça aussi. Son identité, c'est le pagne tissé. J'ai aimé le pagne tissé. J'ai commencé à travailler avec, quand j'ai commencé mon atelier, avec les tisserands du centre, du nord, Ouranéré, Bomizambo. Et c'est comme ça que c'est venu. J'ai beaucoup travaillé avec. Et puis, après plusieurs déplacements, je me suis rendu compte que on pouvait faire autrement que ce que nous faisons. Quand je dis autrement, les petites bandes, parce qu'ici nous faisons des petites bandes, beaucoup de petites bandes, et des fois pour faire les vêtements, ça fait plusieurs soudures. Et ce n'est pas toujours très esthétique dans certains vêtements. Et donc, c'est comme j'ai vu que dans d'autres pays, ça se faisait des bandes larges. Voilà. Et donc, j'ai pensé faire ça. Je me suis dit qu'on peut le faire ici. Mais l'esprit du pagne tissé prend forme loin d'ici. Nous sommes dans le village de Montezo, à 40 km d'Abidjan. C'est l'atelier de tissage de la marque Michel Yakis. Bonjour tout le monde. Nous faisons le travail du début à la fin. Nous créons nos pagnes tissés, nos motifs, nos coloris, selon les commandes, les demandes. Et puis, nous les faisons et nous intégrons au tissu uni ou tout en tissé. Ça peut être tout en tissé, comme ça peut être mélangé avec un tissu uni. C'est selon ce que nous avons à faire. Et c'est ici qu'opère la magie. Des hommes et des femmes qui tissent au quotidien pour construire la marque. Quand je vois mon panier sur une personnalité, je suis très content. Ça me permet de faire autre chose. Cette spécialité ivoirienne pourrait même s'exporter jusqu'en République démocratique du Congo. Je suis là pour une formation, je suis styliste. Je voulais ajouter quelque chose d'original dans mon travail, dans ce que je fais. Alors il y a mon coach qui m'a proposé de venir apprendre à tisser le pagne. Pourquoi pas travailler avec mes propres pagnes tissées et tout. J'ai trouvé très intéressant. Déjà quand je suis venue ici, je me disais que non, je ne vais pas arriver à le faire et tout. Ça paraissait un peu compliqué et tout. Mais après, au fur et à mesure que j'avance, ça va, je m'habitue. J'ai vu le pagne de Madame Yakis, j'ai vu le pagne tissé de Madame Yakis. J'ai vraiment adoré le travail, tout ce qui est finition, le motif. J'ai choisi de venir ici. Noëlla est ici pour se perfectionner et profiter de la touche ivoirienne. Ça va beaucoup m'aider. Déjà, je crois que je serai la première à faire ça dans mon pays parce que chez moi, il n'y a pas de pagne tissée. Donc, ça va vraiment apporter quelque chose de meilleur. Pas seulement dans mon métier, mais dans mon pays aussi. Après ces 6 mois de formation, elle deviendra une ambassadrice du pagne tissé et de l'esprit Michel Yakis. En revenant à Abidjan quelques jours plus tard,
c'est vendredi et c'est jour d'exhibition des travaux des étudiants à l'école Michel Yakis. C'est la journée tendance, comme chaque dernier vendredi du mois. Chaque dernier vendredi, il y a un thème. Donc on a commencé en décembre, on a eu la mode et le digital, on a eu la mode et la nature en janvier. En février, comme c'était le mois de l'amour, on a fait la mode et l'amour. Et aujourd'hui, on est dans la tradition. Donc voilà, c'est devenu une coutume à l'école Michel Yakis. Une pratique professionnelle qui revêt une importance spéciale pour les étudiants. Participer aux journées de tendance me permet énormément de me booster et d'apprendre et m'améliorer en fait. Avant, je ne pouvais pas terminer une tenue sans qu'il y ait des filles qui pendent ou ce genre de choses-là. C'est hier en fait que j'ai fait la tenue, pour tout vous dire. J'ai pas dormi. Donc j'ai pris mon temps pour faire les finitions à la main. Et donc voilà. C'est vraiment pas compliqué. La machine ne peut pas coudre en fait. Donc j'ai fait la base et ensuite j'ai fait tout à la main. Donc déjà, faire participer à la journée tendance stimule ma créativité, comme je l'ai dit. Ce n'est pas que apprendre la théorie, parce que si tu apprends la théorie, à un moment tu sors, qu'est-ce que tu fais? Là, par exemple, nous on fait la théorie, on fait la pratique. En plus de la théorie et de la pratique, on a les journées créatives par exemple, pour nous permettre d'exprimer notre créativité et notre manière de voir les choses en fonction des thèmes qu'on nous donne. C'est un truc, c'est pour aider l'élève en fait à développer sa créativité. Parce que la créativité, les gens pensent que ce n'est qu'un don, mais c'est quelque chose qui se travaille en fait. Mais derrière cette bonne ambiance se cache de plus en plus une inquiétude. La survie des écoles de mode en Côte d'Ivoire et la valorisation de ces métiers. Les tarifs que nous appliquons, c'est tellement bas. Mais malgré ça, les gens n'ont pas les moyens. On avait des élèves, mais on a plusieurs élèves comme ça, mais il y a une qui nous a dit, parce qu'elle était en retard pour sa scolarité. Et puis un jour, à chaque fois c'est toujours elle qui est en retard. Un jour elle est venue à l'administration, elle a dit, vous savez, je m'excuse, je suis en retard pour la scolarité à chaque fois. Parce que c'est quand on a payé les écoles des autres qu'on pense, quand il y a un reste, qu'on me donne pour venir payer pour moi. Parce que dans la maison, là, mon école, là, c'est comme si ce n'est pas école. Ma formation, là, pour moi, c'est comme si ce n'est pas une formation que je fais. C'est-à-dire le peu d'importance qu'on accorde à ce qu'elle fait à la maison. C'est pour vous dire. Donc, les écoles professionnelles en couture vont fermer. La formation coûte ici 400 000 francs pour le certificat d'aptitude professionnelle et 500 000 francs pour le brevet de technicien. Le bâtiment peut recevoir jusqu'à 500 élèves. On n'a même pas 100 élèves inscrits. Donc, ce qui fait qu'on a des difficultés de fonctionnement. Il y a la problématique de la reconnaissance de la formation professionnelle. C'est comme si on a deux mondes. Tout le monde court à ce métier, mais dans l'informel et dans une formation sur le tas. Et en face, on a des écoles qui existent, mais qui n'ont pas d'élèves pour être reconnus, formés convenablement. Voilà. On assimile le secteur de la mode à un secteur plutôt informel que formel, mais on gagnerait à formaliser ce secteur pour que ça nous apporte de la plus-value, de la valeur ajoutée. Pour les étudiants, il y a aussi l'opportunité de vivre l'expérience d'un défilé professionnel avec des créateurs chevronnés tels que Issand. Ici, dans les coulisses d'Afrique Fashion Week 16. Elles sont là aussi pour aider le backstage, pour habiller et tout ça. Et puis bon, comme ce sont mes élèves et que je n'ai pas fini mes pancartes, je leur demande un petit coup de main pour coller les derniers éléments. Il faut former, il faut transmettre, parce qu'on n'est pas éternel. Hein. On va partir demain et si on part demain, on laisse à qui ? Donc il faut transmettre le savoir, il faut le partager. Et puis même en transmettant, on apprend aussi également. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et puis ça permet aussi de voir les petites pépites avec qui on peut travailler après, quoi. Baigner dans cette ambiance d'étoffe et de mannequins, apprendre les codes du métier, c'est justement ce que recherchent ces élèves. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment important parce que je suis étudiante en stylisme modélisme
Et c'est une découverte pour moi de venir ici dans les backstage pour voir comment est-ce que ça se passe. Pour mon futur en tant que styliste, c'est très important pour moi de voir comment est-ce qu'un défilé se déroule, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer et comment vraiment ça se passe, quoi. Voilà, c'est tout un intérêt pour moi d'être ici. Bien entendu, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de découvrir les stylistes, les modèles qui créent, leur créativité, de voir comment tout se déroule, le stress derrière, tout ça, c'est vraiment très très important. Voilà. Et pour notre future carrière de styliste, si Dieu le veut, je pense que c'est une expérience qui va beaucoup nous servir. Sur le thé, les lumières, la musique et les tenues des créateurs venus de plusieurs pays donnent à la patinoire de l'Hôtel Ivoire des airs d'univers enchantés. Entre paillettes et étoffes, mais aussi difficultés d'un secteur encore informel, les étudiants des écoles de mode rêvent. Depuis Bangui, Cotonou, Dakar, Conakry, Paris et même New York, on vient à Abidjan pour caresser l'ambition de devenir Gilles Touré, Patéo et pourquoi pas les Karl Lagerfeld de demain. Créer les Karl Lagerfeld ou les Gilles Touré de demain, eh bien, depuis les bancs des écoles ivoiriennes, eh bien, c'est le rêve de nombreux dirigeants d'école, on l'imagine. Et pour en parler, on va accueillir en plateau Michel Yakis qui va nous rejoindre. Bonsoir. 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 Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que c'était aussi votre rêve, quand vous avez créé cette école, de créer demain des futures stars de la mode ? Oui, le rêve est venu après. C'est venu après quand j'ai ouvert mon atelier de couture et que je me suis rendu compte des manques. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à rêver d'une école. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai manque, qu'il fallait... J'étais obligée de former les gens au fur et à mesure pour qu'ils avancent avec moi. Alors, on l'a vu dans ce reportage, les formations ivoiriennes séduisent de plus en plus d'étudiants qui viennent de l'étranger. Est-ce qu'on sait dater à peu près quand est-ce que cet engouement a commencé? Et puis, est-ce qu'il y a eu un moment ou un événement déclencheur dans cet attrait pour la Côte d'Ivoire en termes de formation? Oui, vous savez bien qu'Abidjan, la Côte d'Ivoire est une plaque tournante de la mode. Évidemment, les étudiants, les élèves voudraient être plus près, voir ce qui se passe. Donc, ils optent forcément pour nos écoles. Et puis, en plus, nos étudiants, quand ils viennent en fin de formation, ils obtiennent des stages auprès des grands créateurs de la place. Donc, ça, c'est... C'est quelque chose qu'on trouve moins dans la sous-région? Il y a une particularité de la Côte d'Ivoire qui fait qu'on peut avoir très vite des opportunités? Oh oui, parce que nous avons de grands créateurs ici, de grands talents. Et c'est bien d'être plus près de ces talents-là, pour pouvoir s'inspirer de ce qu'ils font. Quand vous les voyez arriver, ces jeunes Européens, Américains, Africains, venir apprendre les codes de la mode en Côte d'Ivoire, quel sentiment vous anime? C'est une fierté, mais c'est d'abord pour eux une complémentarité. Parce qu'ils utilisent des matières différentes. Nous, ici aussi, de façon subtile, nous mélangeons nos tissus traditionnels avec les tissus industriels, ce qui donne un autre genre. Et les gens voudraient connaître ces méthodes, connaître ces tissus-là de plus près. Donc, quand ils viennent, c'est vraiment pour compléter leur formation. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? C'est-à-dire que depuis combien d'années est-ce que vous avez commencé à voir ces étudiants venus d'ailleurs affluer les écoles ivoiriennes? C'est depuis une dizaine d'années, quand même. Ah oui, déjà. Déjà, oui, depuis une dizaine d'années. Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux a aidé ou... Exactement, oui, surtout. Les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Parce que aujourd'hui, le monde, c'est un gros village. Donc, on voit tout de partout. Donc, ça a beaucoup aidé. Alors, vous l'avez rappelé, la Côte d'Ivoire a de grands créateurs. Mais au-delà de ça,
j'ai envie de dire, quand on se place dans la position d'un étudiant étranger, qu'est-ce qu'on a envie de venir apprendre en Côte d'Ivoire? Vous avez dit, hein, les grands créateurs, des matières différentes, mais est-ce qu'on a un savoir-faire particulier qui fait que aujourd'hui, c'est peut-être même une nécessité de passer par là pour se former? J'ai dit tout à l'heure, ils viennent pour compléter leur formation. Ouais. Parce que travailler sur une femme africaine, il y a une différence avec une femme européenne. Nous avons des formes différentes. Ça aussi, c'est bien d'apprendre ça. Ça participe aussi à l'inclusion, hein, dans la mode, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Donc quand ils viennent, ils apprennent toutes ces choses, comme je vous ai dit. Il y a nos formes qui sont différentes, la manière de travailler sur une femme africaine. Ils voient de plus près ces formes-là, parce que dans ce domaine-là, vous ne savez jamais pour qui vous allez travailler. Donc c'est bien de connaître, de s'armer, et pour compléter sa formation. Mais au-delà de cet attrait, hein, des étudiants étrangers en Côte d'Ivoire, vous le révélez dans le reportage, le secteur de la formation est en crise aujourd'hui. Que se passe-t-il exactement? Oui, effectivement, le secteur est en crise, le secteur de la formation professionnelle est en crise, il ne faut pas se gêner pour le dire. Le secteur est en crise parce que autant la Côte d'Ivoire est une plaque tournante de la mode, autant nous avons de grands créateurs, autant il y a une mentalité qu'on doit changer. Parce que les parents, aujourd'hui, ne sont pas fiers de dire à quelqu'un « mon enfant fait la couture ». Parce que dans la mentalité des gens, la couture, c'est un petit boulot, c'est vraiment quand on n'a pas réussi. Quand l'enfant n'a pas réussi dans ses études, il fait la couture. Ouais. Vous voyez, la communication sur le métier est très mauvaise. Il faut changer la communication. C'est une couturière, elle fait la couture, c'est un tailleur, c'est péjoratif. Il y a même, je crois, un chanteur qui a fait une chanson, les séries C. Les séries, ouais. Voilà. Alors, la couture, l'esthétique, la coiffure sont des métiers qui sont... Il y a un boom dans ces métiers-là. Et puis, ce sont des formations, ce sont des formations qui sont automatiques, qui vous conduisent vers des emplois directs. Formation, adéquation, emploi. Donc ça, c'est des emplois directs. Mais il y a une mentalité qu'il faut d'abord changer, et puis une volonté politique pour qu'il y ait des affectés de l'État, c'est le sujet dans ces écoles. Et ça passe par pour que les gens se sentent fiers, ah, j'ai été affecté. Ça change beaucoup de choses pour ces jeunes qui viennent aujourd'hui dans ce métier-là avec des niveaux bac, bac plus, c'est important. Ça passe par quoi ce changement aujourd'hui, Michel? Ça passe par une volonté politique. Une grande volonté. C'est votre combat aujourd'hui, vous en parlez aujourd'hui? Oui, je me suis toujours battue depuis que l'école est ouverte, depuis plus de 20 ans que l'école existe. Je me suis toujours battue pour ça, pour que les formations, les métiers comme la couture, le styliste, le modéliste, qui portent des grands noms ici en Côte d'Ivoire, l'esthétique, la coiffure, fassent partie des métiers où on oriente les élèves. Donc, je vois bien que l'État investit dans des métiers, oui, excusez-moi, où les gens sortent, ils ne trouvent pas du travail parce que c'est saturé. Mais ces trois métiers dont je viens de vous citer, il n'y a pas un chômeur, il n'y a pas un élève que nous avons formé qui est chômeur. Ils sont sollicités même dans les pays étrangers de la sous-région. Donc, c'est pour dire. Donc, l'État a tout à gagner en résorbant le chômage. Avec ces métiers-là. Parce qu'il n'y a pas de chômeurs. Nous ne fabriquons pas de chômeurs. Parce que même si un élève sort qui n'a pas d'argent pour s'installer, il peut travailler dans son salon. Moi, j'ai commencé dans mon salon avec une machine à coudre. Donc, c'est un métier qui au départ, si tu es sérieux, tu es bien formé, tu es sérieux, tu es travailleur, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas.
Dernière question pour terminer l'interview. Vous avez 45 ans d'exercice dans le monde de la mode. Quel est votre regard, votre avis sur l'industrie de la mode aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Mon regard, oui. L'industrie de la mode en Côte d'Ivoire a besoin d'être prise vraiment au sérieux. Et il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les affecter, pour développer la formation, il faut aussi une volonté politique. Comme dans des pays, prenons l'exemple sur l'île Maurice, le Ghana et maintenant le Nigeria. Une vraie volonté politique pour installer l'industrie de la mode, aider à organiser les acteurs de la mode et mettre tout en place, avoir des suivis, avoir des facilités. Pour l'accès au financement, j'imagine. Accès au financement, qui est la question avec des taux d'intérêt réduits. Voilà, ça, vraiment, moi je dis toujours, tout part d'une volonté politique. Quand le gouvernement décide, les choses suivent. Alors, merci en tout cas de nous avoir ouvert les portes de votre école, de nous avoir donné votre avis sur le secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur le plateau de NCI Reportage. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, ça y est, c'est la fin de cette émission, Mélina. Et oui, c'est déjà la fin, mais on se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine, même heure. Pour de nouveaux reportages exclusifs. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.